Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette émergente, les enjeux et la perspective autour de cette classe d'actifs. Et nous en parlons avec les spécialistes d'Iveo Capital Partners et son cofondateur, Michael Israël, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup pour parler de l'univers obligataire, y compris émergent. Il faut quand même regarder l'univers obligataire américain. Tout part de la courbe des taux américaine. Michael, comment vous regardez la structure de la courbe américaine à ce stade? Alors, je ne sais pas combien de dizaines de mois d'inversion de la courbe on en est aujourd'hui. C'est peut-être historique. Il y a la volatilité obligataire. On le voit encore aujourd'hui. On peut avoir des mouvements encore de 10, 15, 20 points de base dans une journée sur la partie longue de la courbe américaine. Est-ce que néanmoins un investisseur peut tirer profit et partie de cette courbe obligataire américaine telle qu'elle est structurée aujourd'hui? Alors, un grand oui. Un grand oui, et précisément si on s'intéresse à la partie des émergents qui sont les émissions en dollars. Puisqu'effectivement, les mouvements de la courbe des taux vont impacter les émergents en général, mais aussi sur les devises locales, etc. Par contre, on peut avoir un raisonnement beaucoup plus simplifié en allant sur les émergents, mais plutôt sur la courbe dollar, c'est-à-dire toutes les émissions obligataires qui sont faites soit par des souverains, soit par des corporates, qui est plus notre spécialité, en dollars. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant. Et intéressant d'ailleurs même par rapport à l'historique, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde depuis, je dirais depuis Lehman finalement, et cette grande phase d'argent gratuit, on se retrouve dans une situation où on avait l'impression que pour faire de l'argent en obligataire, il fallait qu'il y ait le moteur de la baisse des taux. Et souvent, comme la baisse des taux intervenait par des actions de banque centrale, ça remettait les marchés risk-on. Et donc, les spreads aussi baissaient en même temps. Et donc, on avait les deux moteurs allumés et on s'est habitué à ne faire de l'argent que par baisse des taux et baisse des spreads, à en oublier que finalement, une courbe des taux qui résiste, qui dure, c'est quand même pas mal du tout quand on est prêteur obligataire. Et moi, je dis un peu en rigolant, mais c'est vrai qu'on revient au prêt 1.0. C'est-à-dire les gens vont 2.0, 3.0, 4.0. Nous, on revient en arrière et c'est pas plus mal, puisque en fait, c'est la vie d'avant. La vie où quand vous prêtiez de l'argent, vous étiez dans la structure du capital, quelqu'un qui était quand même rémunéré, qui faisait partie de la structure du capital avant qu'on rende l'argent gratuit. Eh bien, à nouveau, on est rémunéré et de manière durable. Ouais, c'est ça. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est yield is back. Alors, c'est ça. C'est exactement ça. Yield is back. Parce que bond is back, ça implique pour moi effectivement qu'il y ait une performance, qu'il y ait une augmentation de la valeur. Effectivement, quand on regarde les indices obligataires agrégés, je ne crois pas qu'ils soient positifs sur cette première partie d'année 2024. Alors, ça dépend desquels. Et là encore, à nouveau, comme vous dites, comme il peut y avoir dans le monde obligataire, le problème c'est que c'est très vaste. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'investment grade avec des longue duration, évidemment, lui, son thème, c'est plus un thème de mouvement des prix des obligues. Mais lorsque vous faites des obligations où vous jouez plutôt le crédit, vous êtes sur des durations de toute façon relativement limitées. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre la rémunération que vous offre le marché aujourd'hui en tant que prêteur, à savoir des taux d'intérêt sans risque. Quand même, pour rappel, le 5 ans US, même s'il a baissé aujourd'hui d'une quinzaine de bips, on est quand même autour des 4,25, 4,50 il y a encore très peu de temps. Là-dessus, vous rajoutez le spread de crédit sur l'univers émergent, on est autour des 400 BP, c'est avant même de démarrer, sans faire de picking. Vous êtes déjà sur un univers qui vous donne quasiment du 9. Par une inflation à 3, 3,5, du 9 par an, vous prenez très peu de risque de duration, un risque d'être bouffé par l'inflation qui est très limité. Et voilà, c'est quand même une aventure qui est pas mal, avec 9% de valeur embarquée tous les ans pour quelques années. Donc ce higher for longer ou ce high for longer, c'est comme ça que la Fed décrit sa stratégie aujourd'hui. On est immobile en matière de politique de taux et donc du coup on garde une courbe qui résiste, comme vous dites, Michael. Oui, c'est un bon univers pour l'investisseur obligataire. Tout à fait. Et je dis à nouveau, je pense qu'il y avait trop d'attentes. On voit quand même que les investisseurs, ils sont quand même beaucoup dans l'attente, même parfois sur des mouvements très marginaux. Est-ce qu'il faut rentrer? Est-ce que c'est le moment d'acheter des obligues ou pas? Bon, vous voyez, ça fait 2 ans que ça dure déjà, où on attendait la baisse des taux. Elle n'a pas eu lieu. Les gens qui sont investis, aujourd'hui, le coût d'opportunité, il est important. Je vous ai parlé d'un 9%, c'était encore plus il y a quelques temps, parce qu'il y avait des niveaux de spread un peu meilleurs. Ne pas être investi alors que tout simplement on attend une baisse des taux pour investir, ça peut être un mauvais calcul.
Par ailleurs, en plus, aujourd'hui, il y a quand même une configuration de marché où on a des 3 scénarios, il y en a quand même plus 2 qui se sont installés que le 3e. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement sur un débat de hike. C'est-à-dire, je ne sais pas qui parle aujourd'hui que la Fed va remonter ses taux. Il y a un petit peu de débat sur la partie longue de la courbe. Ça se travaille. On peut s'en protéger. Donc, finalement, il reste quoi comme sujet sur les taux ? Est-ce qu'ils vont higher for longer, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pas baisser ? Ou est-ce qu'ils vont baisser progressivement ? Un peu. Voilà, un peu et progressivement. Ouais. Dans les 2 cas, vous êtes quand même très bien avec un portefeuille obligataire. Quand vous disiez 9% 900 points de base, 9% sur de la dette émergente au rendement, forcément. Oui. Ça classe cette catégorie ou cet univers d'investissement dans quelle catégorie, justement, Michael ? Parce que, intuitivement, dette émergente, high yield, on se dit, tiens, c'est quand même des catégories ou un univers qui peut appartenir à ce qu'on appelle des classes d'actifs risqués, dans lesquelles on loge, les actions. Dans les actions, il y a une gradation, il y a des actions plus défensives que d'autres, il y a des actions avec plus de bêta, plus cycliques, etc. Il y a des tailles diverses, il y a les small, les micro-caps, et puis après, on peut aller regarder aussi des actifs très spéculatifs dans l'univers non orthodoxe, les cryptos, etc. Ouais. Où est-ce que vous mettez sur l'échelle du risque justement votre univers d'investissement, Michael ? Alors moi personnellement, comment les marchés fonctionnent ? Moi j'entends bien que le consensus nous dirait que c'est une classe d'actifs risqués, donc ça m'intéresse d'avoir votre conviction, même plus qu'une perception, votre conviction par rapport à cette perception que j'ai du consensus. Alors d'ailleurs je crois que c'est probablement l'un des intérêts structurels de cette classe d'actifs, c'est que c'est je dirais la contradiction entre ma vision personnelle qui est de tout le monde, mais c'est parce que je connais la classe d'actifs. Ça crée une asymétrie, quoi. Oui, et la perception qu'on a de cette classe d'actifs est telle qu'elle est catégorisée aujourd'hui dans les modèles. Je ne vais pas vous dire que le high yield émergent, même s'il est hard currency, est considéré comme une classe d'actifs sans risque. Oui. Bon, c'est plutôt dans les actifs risqués et ça réagit donc beaucoup au côté marché risk-on, marché risk-off. On est dans cette nasse. Moi, évidemment, j'ai une vision qui est différente. J'ai eu l'occasion de vous en parler sur ce plateau. Nous, quand on regarde les sociétés qui composent ce gisement, quand on regarde comment sont fabriquées ces dettes, qui sont des dettes en dollars, sur des New York Law, c'est-à-dire des lois internationales, on est vraiment dans le monde de la dette internationale. Quand on regarde les spreads que nous offrent ces marchés-là par rapport à la qualité de crédit, les sociétés sont nettement moins endettées que les pays développés. Je n'arrive pas à dire que c'est une classe d'actifs risquée. En plus, on est en oblig, on n'est pas en action. Donc, pour moi, je ne la vois pas comme ça, mais elle est perçue comme ça. Et donc, il y a des moments d'ailleurs où c'est l'opportunité d'une vie quand le marché rejette complètement cette classe d'actifs alors que les actifs sont de qualité. Mais au cas particulier du moment, là, ce qui est intéressant, c'est que si on dit c'est une classe d'actifs risquée, pourquoi pas ? Si je la compare aux autres classes d'actifs risquées, vous en avez cité certaines, il y a toutes les catégories, comme vous avez dit, de la crypto aux actions. Je trouve qu'elle offre aujourd'hui quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle n'offre pas de perte sèche. Je m'explique. Quand j'entends des amis me parler de crypto ou d'autres, ou d'actions ou je ne sais quoi, aujourd'hui, quand ils vont mettre $1 ou €1 dans la classe d'actifs, ils ont quand même peur de rentrer au moment où c'est trop cher, trop haut. Nvidia, j'achète là. Voilà, il y a quand même cette question qui est là en permanence. Est-ce que c'est trop haut ? Et au final, si c'est trop haut, ça peut corriger. Et c'est pas sûr que je vais revenir à mon prix d'achat. Et c'est pas sûr que je vais pas mettre des années à y revenir parce il y a toutes ces questions-là. Reconnaissez qu'en obligue, on n'a pas ce sujet. Moi, je vous dis aujourd'hui, on a 9% de rendement. Je peux vous dire qu'il faut qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, déjà rien que pour qu'on ne récupère pas son capital sur un horizon de temps qui n'est pas si long que ça. Donc je trouve qu'elle protège énormément tout en donnant un côté offensif assez intéressant puisque les rendements sont là. Les rendements sont là. Il n'y a plus de prime de risque sur les actions américaines aujourd'hui. Enfin, le rendement des actions américaines est quasi à zéro, etc. Parce que les niveaux de valorisation sont, je ne vais pas dire stratosphériques, mais sont dans la borne haute de ce qu'on peut atteindre et de ce qu'on peut imaginer. On a toujours le risque de perdre 20-30% sur une grosse valeur comme Nvidia. Enfin, je le dis moi comme ça, mais une déception. Vous dites ce risque-là, il existe évidemment partout, mais sur du 9% de rendement aujourd'hui, il faut vraiment une succession d'événements majeurs pour
pour se retrouver. Pour se planter, digue, voilà, une fois que la sélection est bien faite, pour que la digue saute. Saute au point d'être en perte sèche. C'est ça. Bon, déjà, on est en obligue. Donc, oubliez les émergents. Mais vous êtes en obligue. Déjà, même s'il y a des effets de décote ou des effets de prix, en général, on a quand même l'effet de l'élastique, le retour au part, sauf s'il y a un défaut. Mais en plus, on part avec un rendement embarqué d'un tel niveau qu'il faut qu'il y ait un vent de face colossal pour qu'on se retrouve avec des problèmes. Après, est-ce qu'il faut accepter la volatilité ? Est-ce que la volatilité de cette classe d'actifs peut être un paramètre qui fait dire que c'est aussi une classe d'actifs risquée, dans le sens où, on l'a bien vu, Mexique, Afrique du Sud, Inde, là aussi, sur du facteur politique, ça peut bouger très vite dans un sens, dans l'autre. L'éléphant chinois, évidemment, avec le sujet immobilier, etc., tout ce que ça peut générer comme risque. Dans les indices, j'entends, alors on peut sortir des indices, c'est plutôt votre logique, mais du point de vue indiciel ou agrégé, il y a quand même une volatilité à supporter. Alors, il y en a une. Pareil, je dirais, nous, on a eu un gros drawdown dans toute notre histoire. Notre fonds principal, il a bientôt 10 ans de track record. On a eu un seul gros drawdown, ça a été au moment de mars 2020. Dans un moment qui est extraordinaire. Je veux dire, il faut remettre les choses dans le contexte. En dehors de ça, la volatilité intrinsèque de ce marché, et pourtant, c'est pas comme si on n'avait pas eu de crise depuis 10 ans. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu la crise, il y a eu la première remontée des taux aux US qui avait quand même entraîné un petit bain de sang sur les US. Il y a eu le prix du baril qui s'est effondré. Il y a eu le Lava Jato au Brésil. Il y a eu la guerre en Ukraine déjà en 2014. Et à nouveau, il y a eu un krach obligataire. Il y a eu le Covid. Enfin, on en a vu passer. Cette volatilité-là, elle est très surestimée par le marché. Pourquoi ? Parce qu'on arrive assez bien à l'encaisser sur une année pleine, parce qu'il y a beaucoup de carry, il y a beaucoup de coupons. C'est pas que du rendement. Il y a du coupon dans les sous-jacents. Et donc, quand même, sur la période, on arrive assez bien à la supporter. Et deuxième chose qui n'est pas inintéressante, c'est que, justement, c'est un univers hétérogène, pas homogène. Donc, on a aussi la possibilité par le picking de bien faire les choses, d'éviter les choses qui sont à éviter. Et quelquefois, quand même, ça se voit. On l'éléphant dans la pièce, quoi. Voilà, on le voit arriver. Et donc, on peut réussir vraiment à faire mieux que les indices, tant en perf qu'en volatilité. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de collecte là sur la classe d'actifs Alors c'est marrant, c'est marrant. Sur la mesure de comment est-ce que le marché considère cette classe d'actifs Non, alors sur la classe d'actifs, non. Chez IVO, oui. Je vais toucher du bois pourvu que ça dure. D'ailleurs, c'est même une très belle collecte depuis le début de l'année pour nous. Mais sur la classe d'actifs, ça ne l'est pas encore. Et probablement, vous avez dit l'éléphant. Moi, je pense que c'est ça, parce que à nouveau, on a quand même des rendements intéressant. On a une qualité de crédit, quand vous faites l'analyse fondamentale, qui est très bonne. Les boîtes sont vraiment peu leveragées. On a une exposition sectorielle qui est très favorable à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a l'éléphant dans la pièce, c'est la Chine, qui, pour des raisons géopolitiques, des raisons économiques, n'a pas aujourd'hui le flavor of the day. Oui. Mais je veux dire, cette absence de ça évite aussi une euphorie sur la classe d'actifs. Exactement, il n'y a pas de complaisance, on n'est pas sur des spots de complaisance. Exactement. Donc pour le moment, je vous dis, on bénéficie quand même d'une situation qui est pas inintéressante. Merci beaucoup, Mickaël. Merci de venir nous éclairer et nous apporter votre analyse sur ce segment de marché de la dette émergente. Mickaël Israël, IVO Capital Partners avec nous dans Smart Bourse ce soir.